Dans l'actualité ce vendredi, la fête de Ramadan, les musulmans à travers le monde ont célébré l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne musulman. En Côte d'Ivoire, la célébration a été marquée par des prières pour la paix. La ville historique de Grand Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vient de faire l'objet d'une étude. Cette étude, initiée par le ministère de la Culture, a pour objectif de mettre en place un plan de valorisation de la ville. La Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner dans les 50 meilleures économies de l'indice Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, le pays a entrepris plusieurs actions. Et les 28 pays de l'Union européenne ont accordé aujourd'hui un financement d'urgence de 7 milliards d'euros à la Grèce sous la forme d'un prêt. Ce prêt d'une durée de 3 mois doit aider la Grèce à faire face à ses besoins de financement. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1 et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans dans le monde et principalement en Côte d'Ivoire. Et justement, la Côte d'Ivoire où les musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne musulman. La célébration a été marquée dans notre pays par des prières pour la paix et le président de la République, Alassane Ouattara, a prié à la grande mosquée de la Riviera Golfe à Cocody. C'est un reportage signé à Lydia Rassouba. Dieu est grand, Dieu est souverain, exalté soit-il, toute la louange lui revient. Voilà entre autres ce que récite l'ensemble des musulmans en ce matin de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans expriment ainsi leur reconnaissance à Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, c'est presque une tradition d'enregistrer la présence du premier citoyen ivoirien, le président Alassane Ouattara. Lui, comme tous les fidèles, se soumettront aux 2 unités de prière de l'Aïd sous la direction de l'imam, lequel, prononçant le sermon, a fustigé toutes les violences faites par des personnes se réclamant de l'islam. Aussi, il a exhorté l'ensemble des Ivoiriens à favoriser un climat apaisé aux prochaines élections. Chers frères, chères sœurs, nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Et c'est également l'occasion pour nous d'exhorter les acteurs de la vie politique à œuvrer pour une élection apaisée, démocratique et sans violence afin d'éviter à notre pays une nouvelle crise post-électorale. Le président de la République, pour sa part, souhaite que les prières faites à la faveur de ce ramadan permettent de consolider la paix dans le pays. Je salue et je remercie l'imam Traoré pour ses vœux, pour son appel à la paix, sa contribution donc à la paix dans notre pays, la contribution à la paix par la communauté musulmane. Et il a bien insisté sur le fait que l'islam est une religion de paix, une religion de non-violence, une religion qui condamne la violence et le recours à la force. Et je le remercie également pour son appel à des élections apaisées pour tourner la page de la crise que nous avons vécue il y a 5 ans. Je pense qu'avec le jeûne, avec le mois de Ramadan, ces prières seront exaucées. Et je prie moi aussi, et nous continuons de prier pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix et que les plus faibles, les plus défavorisés aient un meilleur avenir. La fête de l'Aïd el-Fitr met ainsi fin à 29 jours de jeûne, de pénitence durant le Ramadan, un mois dont le but ultime est l'atteinte de la piété par les fidèles musulmans. Et l'Aïd el-Fitr a été célébré partout en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix. Voyons la célébration dans quelques communes du district d'Abidjan et dans des villes de l'intérieur avec nos différents reporters. À la grande mosquée de Koumassi, le premier magistrat de la commune, Ndoye Raymond, s'est associé à la communauté musulmane pour célébrer l'Aïd el-Fitr. La prière de 2 rakats a fait place au sermon de l'imam Konaté Daouda. Selon l'imam de la grande mosquée de Koumassi, tout musulman doit être un ambassadeur de paix
partout où il se trouve. Lui emboîtant le pas, le premier magistrat de la commune de Koumassi, Ndoye Raymond, a invité les fidèles à faire des prières pour la Côte d'Ivoire et pour le président de la République. L'Aïd el-Fitr, célébré dans un même élan religieux par la communauté musulmane de la Grande Mosquée du Plateau. Guides religieux, fidèles musulmans et autorités de l'État, notamment le ministre d'État Albert Antoine Somabri, ont marqué la fin d'un mois de pénitence. L'engagement des fidèles pendant le mois du Ramadan doit se poursuivre, a indiqué l'imam de la Grande Mosquée du Plateau. Sissé Guigiba a exhorté les fidèles à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. L'imam Dramé Moussa, ambassadeur de paix, a invité dans son sermon les fidèles musulmans à la paix et à la cohésion à l'occasion de cette fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Plusieurs personnalités à cette célébration de l'Aïd el-Fitr à Grand Bassam. On peut citer Jean-Louis Moulot, représentant le ministre Marcel Amontano, Jésine Azevedo, chargé de la section politique et économique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, représentant l'ambassadeur. Après un mois de pénitence et d'adoration, les fidèles musulmans d'Adzopé ont pris d'assaut les différentes mosquées de la ville pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr aux fêtes de Ramadan, marquant la fin du jeûne musulman. Dans son sermon, l'imam Abou Bamba de la grande mosquée d'Adzopé a invité les fidèles à prôner l'amour et le pardon dans leurs différentes communautés. Quant à l'imam Koné de la petite mosquée d'Adzopé, il a axé son message sur des élections apaisées et sur la paix en Côte d'Ivoire. On a aussi célébré le Ramadan à Bouaké. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les mosquées et autres lieux de prière ce matin même pour invoquer Dieu. Le reportage de Kwadio Kwame Jean de Dieu. Jour de réjouissance, du pardon et de la fraternité, où les fidèles musulmans célèbrent les bienfaits accordés par Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux, durant le mois sacré du Ramadan. L'Aïd el-Fitr, ou la fête du Ramadan, est célébrée par les musulmans du monde entier. À Bouaké, c'est la mosquée d'Ougouba qui a abrité la prière officielle. Parés de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans se sont acquittés de cette tradition religieuse. Dans les agglomérations telles que Broukrou, à la mosquée Amou Ben Asra et Dar es Salaam, à la mosquée Bafon, les musulmans ont aussi prié l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du Ramadan. Après les deux traditionnels rakats de cette prière de l'Aïd, les imams ont fait leur sermon. À la grande mosquée, l'imam Touré Badiawari, dans son sermon, a exhorté les fidèles à cultiver les vertus acquises au cours des 30 jours du jeûne, à savoir la paix, la tolérance, la solidarité et le partage. Les autorités administratives et politiques de Bouaké ont invité les musulmans à tout mettre en œuvre pour des élections apaisées. La célébration de l'Aïd el-Fitr est également l'occasion pour les musulmans de s'acquitter de la zakat ou l'aumône. La zakat permet de soutenir les pauvres parmi la communauté en leur évitant de mendier le jour de l'Aïd. La zakat valide le jeûne effectué pendant le mois complet du Ramadan. Ce sacrifice aux pauvres se fait 2 jours avant ou le jour même de la fête. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la fête du Ramadan célébrée ce vendredi en Côte d'Ivoire. Monseigneur Pierre-Marie Coty a 60 ans de vie sacerdotale. L'évêque émérite du diocèse de Daloa est honoré par l'Église. Un colloque sur son parcours et ses œuvres est organisé. Les festivités ont démarré ce matin même à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le témoignage est signé Grace Gando. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, a 60 ans de sacerdoce et 40 ans d'épiscopat. Un colloque est donc organisé sur sa vie sacerdotale. Au cours de cette rencontre, la vie de l'homme de Dieu a été passée en revue. Simplement pour dire merci à Dieu, dire merci aussi à tous les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, quelle que soit leur religion. Tous m'ont aidé. Cette célébration, c'est pour demander au Seigneur d'avoir pitié de nous et de nous donner la paix pour que nous continuions à vivre en frères et sœurs comme ce fut autrefois. Les qualités du prélat séduisent plus d'un. Un homme d'action. Et en partant de Daloa, il a laissé après lui des œuvres importantes que tout le monde connaît aujourd'hui. Le sanctuaire marial d'Issia. À Daloa même, il a laissé un lieu de charité à Zebra, dans le village de Zebra. Il a créé des séminaires.
C'est un homme calme, posé, plein d'amour pour son prochain. Une messe d'action de grâce sera célébrée ce samedi 18 juillet à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Monseigneur Pierre-Marie Coty est né en 1926 à Anyama, Adjamé. Il a été ordonné prêtre le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville. Co-auteur de la Bidjanaise, il est en ce moment doyen d'âge du clergé catholique de Côte d'Ivoire. Nous prenons à présent la direction du palais présidentiel où 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté au chef de l'État leur lettre de créance. Ces diplomates accrédités en Côte d'Ivoire viennent notamment de la Chine et de l'Iran. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. 5, c'est le nombre exact des nouveaux ambassadeurs de pays amis à la Côte d'Ivoire qui ont pris officiellement fonction par la présentation ce jeudi de leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le premier à le faire est l'ambassadeur désigné de la République islamique d'Iran. Il entend rendre profitables aux deux pays les relations très anciennes entre eux. Les relations entre les deux pays sont très anciennes. Nous croyons qu'il y a beaucoup de capacités à profiter entre les deux pays dans les domaines politiques, économiques, scientifiques et culturels. Après l'ambassadeur d'Iran, c'est au tour de celui de la République populaire de Chine de présenter ses lettres de créance au chef de l'État. Pour lui, sa mission en Côte d'Ivoire témoigne de l'importance des relations sino-ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie vers l'émergence et devient le pays le plus dynamique dans la sous-région. Et le partenariat chinois-ivoirien connaît un développement rapide. J'entends œuvrer ensemble avec son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement, ainsi que tous les amis ivoiriens, afin d'apporter les relations bilatérales plus élevées et les rendre plus fortes. Au nombre des 5 nouveaux ambassadeurs à prendre officiellement fonction, le diplomate du Royaume des Pays-Bas, celui-ci se donne pour objectif de contribuer efficacement au développement des relations bilatérales. On a discuté sur les questions de coopération économique, commerciale, financière, et on a discuté sur la stabilité et la situation dans le pays qui est très favorable pour les investisseurs. Comme l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, celui de Trinité et Tobago se veut un artisan de la collaboration en divers domaines entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nos deux pays peuvent collaborer. L'un concerne le domaine de l'agriculture. Je veux parler surtout du domaine du cacao. Le dernier diplomate à se présenter devant le président de la République vient de l'Autriche. Caroline Gutenus, c'est son nom. Pour elle, le renforcement de la coopération avec la Côte d'Ivoire auquel elle entend contribuer passe par la motivation des entreprises autrichiennes à venir faire affaire sur le sol ivoirien. Je peux commencer mon travail ici pour renforcer les relations entre nos deux pays. Ils sont très bien, mais ils peuvent aussi, bien sûr être encore mieux, surtout sur le plan économique. J'espère de pouvoir motiver des entreprises autrichiennes à venir ici. Circonstance oblige, tous ces diplomates ont eu droit aux honneurs militaires. Ces honneurs leur ont été rendus par un détachement à 2 sections de la garde républicaine, placé sous les ordres du capitaine Mekeletigi Koulibaly. Le 22 juillet prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, entame sa visite d'État dans le district du Woroba. Les populations s'activent pour les préparatifs. Rendons-nous à Séguéla pour voir la ferveur avant l'arrivée du chef de l'État avec notre reporter, Abou Sanogo. Séguéla, chef-lieu de la région du Woroba, à quelques jours de l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara. Des machines à la tâche, des ouvriers également. Séguéla fait sa toilette. Il y a le goudron partout à Séguéla, même les pistes en train de goudronner. C'est grâce à Dieu, grâce à Alassane Dramane Ouattara. Séguéla devait petit Yamsougro. Oui, il y a beaucoup de choses. Vous voyez le travail partout. Partout où vous passez, vous allez voir toujours
les travaux, mais Séguéla avance. Des voies entretenues, de même que le réseau électrique avec l'éclairage de toutes les rues de la ville. À cela s'ajoute la réhabilitation de l'axe Vavoie-Séguéla. D'un coût de 8 milliards de francs CFA, cet ouvrage vient mettre fin à un calvaire qui dure un peu plus de 14 années. Pour la réalisation qui doit être faite avant la visite du chef de l'État, était prévu 11 km. Et ce sont ces 11 km qui sont en voie d'achèvement avec le dernier axe qui est celui de l'aéroport à la ville de Séguéla qui fait 2,2 km 200. Donc toute la ville aujourd'hui au niveau du bitume est bitumée. 24 km de bitume sont prévus pour être réalisés dans la ville de Séguéla. Et sur ces 24 km, 11 sont en voie d'achèvement. Les travaux se déroulent pratiquement nuit et jour dans la ville. Séguéla a bénéficié de 3000 km de pistes à profiler. Et au jour d'aujourd'hui, les 3000 km ont été entièrement profilés, donc à 100%, à telle enseigne que les quelques localités qui n'ont pas pu être prises en compte ont même bénéficié de 500 km en plus pour être profilés. Donc à ce niveau, nous disons que nous sommes pleinement satisfaits. Du quartier résidentiel au centre-ville, en passant par les quartiers Soukourouba, Binaté, les travaux avancent bien. Quant au volet électricité et extension, tout est fin prêt. Au niveau de la ville, comme vous pouvez le constater, tous les endroits, tous les sites qui devraient être électrifiés pour accueillir la visite ont été électrifiés. Et jusqu'à présent, même Côte d'Ivoire Énergie est à pied d'œuvre pour les quelques derniers sites parce qu'on vient de nous accorder une ceinture d'électrification, c'est-à-dire aller à la limite de chaque quartier pour que l'électricité arrive dans ces endroits. La préfecture a fait peau neuve. C'est une préfecture entièrement rénovée grâce au PPU, le programme présidentiel d'urgence. Un boulevard aménagé va porter le nom du président de la République. C'est pour marquer son passage dans le Worodougou. C'est la rue qui vient de Daloa, du quartier Binaté, jusqu'à la mairie. Et je vous livre à présent ce communiqué du comité d'organisation des visites d'État du président de la République. Dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région des Grands Ponts et de la tenue du Conseil des ministres à Bondoukou, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les élus et cadres des dites circonscriptions à prendre part à la réunion d'information qui aura lieu le lundi 20 juillet 2015 à 12h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. La ville historique de Grand Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, vient de faire l'objet d'une étude. Cette étude, initiée par le ministère de la Culture, a pour objectif de mettre en place un plan de valorisation de la ville et le Premier ministre vient justement de recevoir les résultats de cette étude. On en sait plus avec Christelle Mena. 3 ans et 60 milliards de francs CFA pour faire de la première capitale de la Côte d'Ivoire la ville d'avenir du pays. Un projet piloté par le ministère de la Culture et de la Francophonie et qui concerne la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2012. Un quartier des arts, un quartier du futur traditionnel, un quartier de l'hospitalité, c'est entre autres le réaménagement proposé par des architectes nationaux après un minutieux inventaire architectural, urbanistique et environnemental de la ville historique. Les résultats ont été présentés à la population, premier acteur du changement à venir. C'est la renaissance de Bassam qui va véritablement démarrer avec ce projet. C'est une deuxième vie pour cette ville qui a joué un rôle important pour le développement de notre pays. 109 hectares de zones protégées, 170 bâtiments datant du 19e siècle et une plage de 2 km. Un potentiel architectural et environnemental qui devrait faire de la ville historique l'une des premières destinations touristiques d'Afrique. Quand une ville ou quand un site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il acquiert un label qui en fait un bien ou un lieu, un site visité par des milliers
pour ne pas dire des millions de personnes au monde. Des objectifs qui classent la réhabilitation et la rénovation des sites au rang des priorités. Après avoir reçu les résultats de l'étude, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a requis la mise en place et l'exécution d'un plan de sauvegarde et de valorisation fédérant toutes les parties prenantes. Les études qui ont été faites donc par l'ordre des architectes et donc le travail conduit par le ministre de la Culture et de la Francophonie doit nous permettre donc d'avoir assez rapidement un document de base pour présenter ce gouvernement et commencer, me semble-t-il, la rénovation de la ville de Grand Bassam. Un atelier de restitution des études permettra donc de soumettre les conclusions au gouvernement. L'objectif final est la production d'un plan global de valorisation de Grand Bassam. Le schéma directeur de la ville d'Abidjan doit être actualisé. Le district a besoin d'un système d'assainissement et de drainage adapté à ses réalités démographiques et à son urbanisation. Le gouvernement va s'y atteler avec le soutien de l'Agence française de développement et des études sont menées. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été dégagés, nous explique Serge Koléa. Selon la vision du ministre Mamadou Sanogo, toute politique d'urbanisation passe nécessairement par la mise en œuvre d'un système d'assainissement et de drainage adéquat. Le plan originel du district d'Abidjan est aujourd'hui dépassé. Il faut le remettre au goût des réalités pour réduire les risques d'inondation. C'est tout l'intérêt de l'étude portant actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage avec mise en place d'un système d'information géographique pour le district d'Abidjan. Nous avons un système d'assainissement collectif qui est basé sur un seul collecteur qui part donc des 4 étages à Bobo jusqu'à l'émissaire en mer. Si nous continuons sur ce schéma, nous risquons de réserver aux générations à venir en tout cas une ville qui ne sera pas en tout cas agréable. Donc pour en tout cas prévenir toutes ces anomalies, le gouvernement a décidé d'anticiper les choses, de réaliser une étude qui permettra en tout cas tous les investissements futurs. Cette étude, menée par un cabinet européen en collaboration avec les acteurs du secteur en Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Plus d'1,5 milliard de francs CFA ont été dégagés par l'AFD, l'Agence française de développement. Des investissements, c'est bien, mais maintenir les investissements, c'est mieux. Et on voit trop souvent des canaux qui sont remplis de détritus. Donc il faudra à un moment donné faire appel à la conscience collective de tout le monde, non seulement des décideurs, des maires, mais aussi de chacun et de chaque citoyen. Pour le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le gouvernement veut aider les populations à vivre dans un environnement sain et un cadre de vie adéquat. Nous partons à Mans où la direction régionale des eaux et forêts vient d'organiser la journée de l'arbre. Cette édition 2015 a été marquée par une semaine de reboisement dans la capitale de la région du Tongpi. La population a été sensibilisée quant à l'importance de l'arbre. Le reportage sur place d'Ève Boué. Allocution et message sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de reconstituer son couvert forestier disparu à plus de 80% en un demi-siècle. Si le contexte de dégradation accentuée de la forêt est général en Côte d'Ivoire, ici à l'ouest, la situation est criade. Forêts classées, forêts sacrées, réserves parcs nationaux, flancs de montagnes, tous dans un état déplorable. La région a subi d'énormes préjudices. Cette situation résulte de l'action combinée d'un système de culture itinérante sur brûlis, d'une intense activité agricole, d'un feu de brousse et d'une exploitation forestière de type minier. L'industrie des montagnes qui avait jadis une végétation de forêt dense symbivirente fait place aujourd'hui à de nombreux jachères. Pour y remédier, acteurs du gouvernement et opérateurs du bois ont donné de la voix pour inciter chaque citoyen à planter son arbre. L'une des solutions pour atténuer les effets des changements climatiques, c'est de replanter ce que nous avons détruit. C'est pourquoi, depuis la création de la société, un accent particulier a été mis sur le reboisement. Je vous invite donc à en faire autant. L'acte est joint à la parole le préfet de la région du Tongpi, préfet du département de Mans, Soro Kaya Jérôme, donne le top départ, suivi de plusieurs responsables des structures étatiques et privées de la ville de Mans.
En marge de cette journée, une semaine de reboisement s'est déroulée dans la ville. Les cours de la résidence du préfet, de la préfecture de police et de la base de sécurité de l'Ouest BSO ont été reverdis. La Côte d'Ivoire ambitionne de se positionner dans les 50 meilleures économies de l'indice Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Et bien, pour atteindre cet objectif, le pays a entrepris plusieurs actions, nous explique Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire veut rattraper le temps perdu dans le cadre de la mise en œuvre des réformes d'amélioration du climat des affaires. Dans cette optique, une session de formation des acteurs du monde des affaires ivoiriens est initiée par le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Dans cette salle, des exposés animés par des experts venus de Géorgie et Singapour, deux pays qui ont réussi à obtenir une croissance économique mondialement reconnue après avoir, comme la Côte d'Ivoire, connu des difficultés. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir faire voyager tout le monde dans tous les pays. Donc c'est une manière pour nous de pouvoir partager les expériences que nous avons vécues. Il ne faut pas avoir honte d'aller chercher tout près ou ailleurs lorsque des gens ont mieux fait. Allez-y le voir, qui viennent explorer l'expérience pour que nous aussi on bâtisse notre Côte d'Ivoire et qu'on puisse espérer pouvoir demain être parmi les meilleurs réformateurs au monde. That Georgia went through can be very useful for Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'expériences georgiennes qu'on peut partager à Côte d'Ivoire. Par exemple, au classement de Doing Business, on était 112 et pendant 10 ans, on a sauté et est devenu dans le top 10 de le classement de Doing Business. On a mis en œuvre beaucoup de réformes en parallèle et nous croyons que Côte d'Ivoire peuvent faire la même chose. L'amélioration du climat des affaires, un défi que le pays veut relever. Les participants à cet atelier saluent l'initiative. J'ai surtout compris que les deux pays qui ont été pris en exemple sont allés très vite. On s'est rendu compte que c'était possible de regrouper tout ce qu'il y avait comme service de l'administration en un seul lieu. La Côte d'Ivoire a la ferme ambition de se positionner parmi les 50 meilleures économies de l'indice Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, l'amélioration de l'environnement des affaires se présente donc comme un passage obligé. Et toujours la Côte d'Ivoire qui veut être éligible au Millennium Challenge Corporation, un programme américain d'aide aux pays en développement résolument engagé dans la bonne gouvernance et l'investissement dans les ressources humaines. Le pays a donc décidé d'installer des comités communaux. Les critères d'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation MCC nécessitent une appropriation à la base par les populations. Ce jeudi 16 juillet, le comité communal MCC de Dabou a été installé. Il est question de faire en sorte que les populations à la base assurent le relais de la promotion de la bonne gouvernance. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, aucun programme, aucun projet ne peut véritablement prospérer sans l'implication et la participation des populations. Et donc, nous voulons que le programme MCC soit un programme participatif. Une cérémonie en présence de Diablé Joseph, inspecteur général des services de police, représentant le ministre de l'Intérieur et des autorités locales. Le comité local du MCC, présidé par le maire, est un cadre d'échange et de concertation de tous les acteurs sur les questions liées à l'amélioration des indicateurs clés, dont la bonne gouvernance. La première activité est la sensibilisation sur le racket. Les 27 membres du comité ont reçu le feuille de route. Comme le Millennium Challenge Corporation parle surtout de la bonne gouvernance, si nous y mettons, si chacun apporte un plus, ça va changer. C'est une éducation que nous, autorités, nous devons apporter et suivre de près. 10 comités communaux seront installés dans le pays. Ces installations seront suivies d'une campagne d'information pour donner un coup d'accélérateur au processus d'admission de la Côte d'Ivoire au programme américain d'aide aux pays en développement. Et c'était un reportage de Gabriel Zani. À présent, dans l'actualité sportive, ce séminaire sur la loi du sport, le ministère des Sports et Loisirs organise donc cet atelier d'appropriation des dispositions de la loi sur le sport. Il s'agit pour les responsables des services du ministère d'avoir une interprétation homogène des dites dispositions. Cérémonie d'ouverture en présence de Benson Pierraka. La première loi de l'histoire de la Côte d'Ivoire spécifique au sport a été votée le 17 décembre 2014 et publiée au journal officiel le 12 février 2015. Conformément aux termes de son article 122, les associations, fédérations et groupements sportifs
ont 12 mois pour se mettre en conformité avec la loi, soit à la date butoir du 12 février 2016. C'est pour mieux divulguer la loi à l'ensemble du mouvement sportif que membres du cabinet, inspecteurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère des Sports et Loisirs se sont réunis à Grand Bassam ce jeudi. Comment ne pas saluer l'esprit de cet atelier qui apparaît à nos yeux comme le point de départ de la promotion et de la vulgarisation d'une loi qui serve véritablement au développement du sport en Côte d'Ivoire. Un sport à même de répondre aux nombreux défis économiques, sociaux et culturels qui se profilent à l'horizon. Organisé en commission et en plénière, cet atelier permettra d'identifier les textes d'application de la loi et d'élaborer un chronogramme de mise en œuvre des actions induites par la loi. Désormais en Côte d'Ivoire, pour discuter des questions de sport, il faut se référer à cette loi, dont l'appellation officielle est loi numéro 2014-856 du 22 décembre 2014. Les 28 pays de l'Union européenne ont accordé aujourd'hui un financement d'urgence de 7 milliards d'euros à la Grèce sous la forme d'un prêt. Ce prêt d'une durée de 3 mois doit aider la Grèce à faire face à ses besoins de financement pendant les négociations qui vont s'ouvrir sur un troisième plan d'aide internationale et devrait durer plusieurs semaines. Ce prêt parviendra à la Grèce d'ici à lundi et cette tranche donnera aussi à ce pays la possibilité de faire face à ses arriérés de paiement vis-à-vis du Fonds monétaire international. Et on termine ce journal en rappelant qu'aujourd'hui, vendredi, la fête du Ramadan a été célébrée. Les musulmans à travers le monde ont célébré l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne musulman en Côte d'Ivoire. La célébration a été marquée par des prières pour la paix. Le président de la République a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à 20h. Encore une fois, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui nous regardent à travers le monde.